Tout a commencé par un coup de fil. La voix de Tessa était douce mais pressante. Sa façon de parler, quand elle ne voulait pas trop s'expliquer, me trottait dans la tête. « Maman veut qu'on vienne. » « C'est important, » a-t-elle dit, comme si cette seule phrase pouvait déclencher l'obéissance. J'étais à mi-chemin de ma pause déjeuner au travail, penché sur un sandwich triste, et la dernière chose que je voulais, c'était passer une autre nuit à la résidence Croswell, à être exhibé comme une sorte de stagiaire honoraire à leur festival de théâtre familial. Je lui ai demandé de quoi il s'agissait. Elle a hésité. Je pense que c'est juste une question de finances familiales. Quelque chose de simple. Cette simplicité m'a marqué toute la journée. Elle a raisonné. Le temps de quitter le travail et de faire les 40 minutes de route jusqu'à chez Myriam et Franck, j'avais déjà mal à la tête. Ce n'était pas la distance, c'était le poids. Cette maison avait tendance à se resserrer autour de moi. Trop de bougies parfumées, trop d'yeux feignant la chaleur en scrutant les fissures. J'avais l'impression de tomber dans un piège qui servait ou méritait. Je me suis garé, j'ai pris une grande inspiration et j'ai gravi les marches en briques. La porte s'est ouverte avant même que je frappe. Le frère de Tess, Milo, m'a adressé un signe de tête qui signifiait en quelque sorte « Bonjour, et vous êtes en retard », du même geste. Il a à peine bougé de l'encadrement de la porte, j'ai donc dû me décaler pour me faufiler. À l'intérieur, tout le monde était déjà assis. Franck était assis près de la cheminée, tapotant un stylo sur un bloc-notes jaune comme un homme faisant semblant de prendre des notes sur une réunion qui n'avait pas encore commencé. Gavin était affalé sur la causeuse, téléphone à la main, les yeux à peine levés. Tessa était assise à côté de sa mère sur le long canapé blanc, le dos droit, les jambes croisées aux chevilles comme une élève attendant l'approbation de son professeur. Et puis il y avait Myriam. Elle a levé les yeux comme si je l'interrompais. « Le voilà », a-t-elle dit en joignant les mains comme pour le dernier coup d'échec. « Viens t'asseoir. Ne perdons pas de temps. » J'ai su tout de suite qu'il ne s'agissait pas d'un mariage ou d'une retraite. C'était tout autre chose. Tessa tapota le coussin à côté d'elle comme si elle guidait un piéton sur le meuble. Je m'assis lentement. Personne ne sourit. Personne ne bavarda. Le silence régnait comme dans une salle de réunion juste avant un licenciement. Myriam redressa les épaules, lissa l'ourlet de son cardigan et m'adressa un sourire crispé qui n'atteignit pas ses yeux. « Jared, ta famille maintenant », commença-t-elle. Son ton doux comme du sirop, trop long. « Et dans cette famille, on contribue tous. » Je clignai des yeux. « Contribuer ?» Elle hocha la tête. « Oui, chacun fait sa part. Nous avons examiné quelques chiffres et, compte tenu de vos revenus, nous pensons qu'il est juste que vous contribuiez à hauteur de la moitié à l'entretien de la famille. » Au début, j'ai cru mal comprendre. J'ai fixé Tessa du regard, attendant la blague, le rire, la plaisanterie, mais elle ne broncha pas. Elle hocha la tête. Elle hocha la tête comme si c'était logique, comme si c'était une affaire conclue. Milo, qui n'avait pas dit un mot jusqu'à présent, marmonna, « C'est juste, mec. On est ensemble. » Franck leva enfin les yeux de son carnet et ajouta, « Ce n'est pas pour toujours. Juste le temps que les gros trucs soient réglés. Les réparations de la maison, les paiements du Tao et les frais de scolarité d'Élise. » Élise ? La nièce adolescente qui reconnaissait à peine mon existence. Je restai bouche bée. « Tu veux que je renonce à la moitié de mes revenus, pourquoi ? » Pour faire flotter toute la famille. Le sourire de Myriam ne bougea pas. « Tu profites de la famille, n'est-ce pas ? Les dîners du dimanche, les voyages de vacances, le soutien. C'est juste ta façon de rendre l'appareil. Vois ça comme une dîme familiale. » Tessa posa une main sur mon genou comme si ce geste adoucissait la folie. « Ce n'est pas si grave que ça en a l'air, Jared. On a fait le calcul. Tu peux encore garder ce dont tu as besoin. » J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Le son était trop fort pour la pièce. « Tu as fait le calcul sans moi. » Les yeux de Myriam se plissèrent. Inutile de dramatiser. Tu fais partie de nous, et faire partie de nous signifie du soutien. Je me suis adossé, absorbant la scène. Franck faisait semblant d'être instruit en finance. Gavin faisait semblant de s'en soucier. Milo faisait semblant d'avoir quelque chose à perdre. Tessa était assise à côté de moi, la main un peu serrée, essayant de me prévenir de jouer le jeu. Et Myriam, qui avait orchestré tout ça comme une reine réunissant sa cour,
je me suis éclairci la gorge et j'ai regardé Myriam droit dans les yeux. Alors, ça ne te dérangera pas si. La salle resta silencieuse. Je fis mes propres calculs. Elle cligna des yeux. Voyez-vous, si je suis de la famille et que nous contribuons tous, alors j'aimerais voir le grand livre de l'année dernière. Qu'est-ce que Gavin a donné? 1000 francs. Je lui ai jeté un coup d'œil. Vous avez pris votre retraite il y a 7 ans, n'est-ce pas? D'où vient votre part? Et vous, Myriam? À quoi ressemble votre poste budgétaire? Elle s'est hérissée. Ce n'est pas à leur sujet. C'est à toi de prendre les choses en main. J'ai hoché la tête lentement. Oh, c'est vraiment à eux. Si je dois empiéter sur ce fonds familial, je veux voir les reçus de tout le monde. Franck s'est levé, soudain animé. Ce n'est pas un tribunal. Non, ai-je dit en me levant avec lui. Mais on dirait un interrogatoire. Tessa a murmuré mon nom. S'il te plaît, écoute. Je l'ai fait. J'ai dit que j'avais tout écouté. Et maintenant, je vais réfléchir. Je me suis reculé du canapé et j'ai jeté un dernier coup d'œil autour de la pièce. Milo a souri comme s'il s'en était tiré. Gavin était déjà de retour sur son téléphone. Myriam semblait déjà en train de préparer la suite. Tessa avait l'air inquiète, mais pas assez. Je me suis tourné vers la porte. « Où vas-tu » m'a-t-elle crié. Je n'ai pas regardé en arrière. À la maison. Tant qu'elle est encore à moi, et en sortant, l'air m'a frappé au visage comme la liberté. Je n'en avais pas fini avec eux. Pas encore. Mais pour la première fois, j'ai compris. Ce n'était pas un mariage. C'était une fusion. Et je venais de trouver la pilule empoisonnée. 3 ans. C'est le temps que j'ai passé avec Tessa. Assez longtemps pour que l'éclat de la lune de miel s'estompe et que la vraie version de notre vie commune émerge du brouillard des promesses romantiques. Au début, j'ai vraiment cru en elle. Elle était audacieuse, opiniâtre, pleine de rêves, avec des noms audacieux comme des boutiques de mode éco-responsables et du coaching de pleine conscience. Je me souviens qu'elle en parlait avec conviction. Et je me suis accroché à cette conviction. Comme à une bouée de sauvetage. Je pensais être un bon mari en la soutenant, en nous portant pendant qu'elle trouvait ses marques. C'est ça, l'amour, non? Une équipe, un partenariat. Mais à un moment donné, j'ai cessé de nous porter et j'ai commencé à porter aussi sa famille. Ce n'était pas évident au début. Les premiers mois de mariage ont été consacrés à s'adapter, à combiner nos vies, à faire comme si le compromis était romantique. Je travaillais à temps plein comme analyste de systèmes de données, enchaînant les longues heures et les nuits blanches juste pour assurer le confort de notre 2 pièces. Pendant ce temps, Tessa s'occupait tour à tour de ce qu'elle appelait des projets passion, qui, d'une manière ou d'une autre, nécessitaient toujours de l'argent, du temps et beaucoup d'applaudissements. Au début, ça ne me dérangeait pas. Je croyais au potentiel. Je croyais en elle, mais la foi a un budget, et le mien était à découvert depuis trop longtemps. Je me souviens du soir où tout a vraiment été fulgurant. Je rentrais chez moi après une journée de 16 heures, la tête pleine de bourdonnements à cause des réunions et de la lumière bleue, et j'ai trouvé Tessa sur le canapé avec un verre de vin, en train de parcourir des mood boards pour une retraite de ressourcement. Elle voulait se lancer. La vaisselle était empilée dans l'évier. Du linge s'était renversé d'un panier comme s'il essayait de s'échapper. Elle n'a même pas levé les yeux quand je suis entré. Je lui ai demandé si elle avait réussi à appeler la compagnie d'assurance au sujet de sa couverture médicale. Elle a fait un signe de la main sans quitter son écran des yeux. Je n'ai pas pu le faire. Tu peux le faire demain? C'est à ce moment-là qu'une petite voix intérieure m'a demandé, pourquoi c'est toujours à toi? Cette voix s'amplifiait à chaque fois que sa mère empruntait notre voiture sans demander l'autorisation ou que ses frères débarquaient et pillaient notre frigo comme si c'était une famille, pas vrai? Les courses, c'était moi qui les payais. Les charges, moi, le loyer, toujours moi. L'assurance maladie, je nous couvrais tous les deux. Et pourtant, Tessa agissait comme si nous contribuions à parts égales à un avenir commun, alors qu'en réalité, je finançais un rêve unilatéral tandis que toute sa famille profitait de ma mort. Son père, Franck, prétendait être à la retraite, pourtant il semblait toujours avoir besoin de prêts. Sa mère n'avait pas travaillé un seul jour depuis que je l'avais rencontrée, mais elle parvenait quand même à entretenir une manucure plus soignée que la plupart des cadres fortunés du 500. Et ses frères, Gavin et Milo, allaient et venaient d'emploi comme dans une sorte d'expérience sociale. Ils ne travaillaient pas dur.
Ils attendaient les aides. Et Tessa, elle, était devenue le messager entre leurs attentes et mon compte en banque. Cette réunion de famille avait tout cristallisé. Ce n'était pas une demande. Ils avaient un plan. Je n'ai jamais été qu'un gendre. J'étais un beau-père qui subvenait à ses besoins, le genre de personne qui pouvait sourire en public et s'étriper en privé. Et ma femme, les avait soutenus. Pas moi. Cette nuit-là, après l'embuscade, je n'arrivais pas à dormir. J'étais allongé dans notre lit à côté d'elle, les yeux rivés au plafond, tandis qu'elle ronflait doucement, comme si l'absurdité de la soirée n'avait pas fait basculer notre mariage. Je pensais à ma propre famille, à la façon dont mes parents, modestes mais fiers, m'avaient mis en garde contre les schémas. Ce qui commence par une petite demande devient une habitude, disait un jour ma mère, ne confonds pas générosité et obligation. J'avais levé les yeux au ciel à l'époque. Mais maintenant, je comprenais qu'elle avait raison. Je me suis levé vers 2 heures du matin, je suis entré pieds nus dans le salon et je me suis assis à la table à manger avec un bloc-notes. Pas le genre de tableur numérique que j'utilisais au travail. J'avais besoin de voir l'encre couler, de sentir la plume gratter. J'ai noté chaque facture payée, chaque dépense, chaque prêt accordé à sa famille. C'était pire que prévu. J'ai réalisé qu'au cours des 18 derniers mois, j'avais assumé plus de 90% des dépenses du ménage, tandis que Tessa expérimentait des idées qui ne rentraient jamais dans leurs frais. Sa dernière aventure, vendre des bougies artisanales dont la fabrication coûtait plus cher que ce qu'elle n'en vendait jamais. Mais ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était du temps, de l'énergie, un travail émotionnel. Je suis devenu le pilier d'une maison que je n'ai pas construite et que je n'ai pas été invité à concevoir. Ils m'ont utilisé. Tessa m'a utilisé. Et je les ai laissés faire parce que je voulais être un homme bien. Mais les hommes bien ne sont pas des mules. Ce ne sont pas des portefeuilles à forme humaine. J'ai tourné la page et commencé une nouvelle liste, non pas de dettes, mais de biens. Ce que je possédais, ce que j'avais payé seul. L'ordinateur, les meubles de l'appartement, ma console de jeu, mes outils, ma chaise de bureau, la machine à expresso pour laquelle j'avais économisé des mois. Ce n'était pas que des détails. C'était la preuve que j'avais encore une identité au-delà de ce mariage. Une identité que je commençais à reconstruire. Puis j'ai écrit 2 mots supplémentaires en haut de la page suivante. Plan de sortie. Je ne voulais pas dire que je partais le lendemain, mais je savais que je ne pouvais pas rester dans cet état. Il fallait que je bouge délibérément, pas émotionnellement. Alors, j'ai planifié le tout. Première étape, séparer les finances. Ensuite, protéger mon salaire. Ensuite, consulter un juriste. Pas pour le divorce, mais pour y voir plus clair, et puis, petit à petit, je commence à me réapproprier ce qui m'appartenait. À l'aube, je suis retourné au lit. Tessa s'est agitée et s'est roulée vers moi. « Qu'est-ce que tu fais debout » a-t-elle marmonné. Je réfléchissais, ai-je dit en remontant la couverture jusqu'à ma poitrine. À propos de l'équilibre ? Elle a hoché la tête d'un air endormi et s'est blottie contre moi, complètement inconsciente que je m'éloignais déjà. Pas physiquement, pas encore, mais mentalement, émotionnellement, ma loyauté s'était brisée. Et elle ne s'en est même pas aperçue. 3 ans de mariage, 3 ans de foi aveugle et de sacrifices discrets. Mais c'était fini maintenant. J'avais arrêté de calculer comment mettre tout le monde à l'aise. Maintenant, je ne pensais plus qu'à ce qu'il me faudrait pour m'en sortir libre. Le mot « contribution » me hantait comme l'écho d'une gifle. Il est réapparu 3 jours seulement après l'embuscade familiale. Cette fois, dans un texto de Myriam. « Des nouvelles de votre contribution » écrivait-elle avec un émoji souriant, comme si elle n'avait pas simplement essayé d'extorquer de l'argent à son gendre sous couvert d'amour et de responsabilité partagée. Contribution, comme si je finançais un Kickstarter pour leur paresse. Comme s'ils étaient une espèce en voie de disparition et que j'étais le dernier donateur à les empêcher de disparaître. J'ai fixé le message 1 minute entière avant de verrouiller mon téléphone et de le poser face contre terre sur la table de la cuisine. J'avais l'estomac serré, non pas de colère, mais de réaliser que j'avais traversé cette vie avec des œillères. Et maintenant qu'elles étaient enlevées, je ne pouvais plus ignorer la vérité. Les signes avaient toujours été là. Je confondais le sentiment d'avoir droit à quelque chose avec l'excentricité, le besoin avec la proximité. Je pensais épouser un partenaire. Je ne réalisais pas que j'étais en train d'épouser un braquage organisé. Cette semaine-là,
les indices sont devenus trop évidents pour être ignorés. Je me suis connecté à mon compte Amazon pour vérifier une pièce de rechange que j'avais commandée pour ma chaise de bureau et j'ai remarqué quelques articles que je ne reconnaissais pas. Un appareil à vapeur faciale haut de gamme, une lampe au sel de l'Himalaya, des paquets de beurre de karité bio. Aucun d'entre eux n'était à moi. Aucun d'entre eux n'était pour moi, et aucun d'entre eux ne faisait partie de la liste de souhaits habituels de Tess non plus. J'ai fait défiler la page et je l'ai vue. L'adresse de livraison de Myriam. Elle avait réussi à faire des achats via mon compte. Ma mâchoire s'est serrée. Je ne me souvenais pas lui avoir donné accès. Mais je n'avais pas suivi mes données. Quand avais-je été aussi imprudente? J'ai vérifié le mode de paiement, une carte que j'avais ajoutée des mois plus tôt pour faire des courses, alors que je pensais qu'elle était encore liée à notre compte commun. Mais à un moment donné, elle avait été redirigée. Quand j'ai confronté Tessa, elle a fait l'innocente. Oh, ça a dû arriver par accident. J'ai ajouté la carte de maman à mon compte pour lui faire livrer son cadeau d'anniversaire. Peut-être que ça s'est synchronisé. Je l'ai regardé fixement. Synchronisé. Elle a haussé les épaules. La technologie fait ça parfois. Pas d'excuses. Pas d'inquiétude. Juste un petit mot de passe pour un abus flagrant. J'ai supprimé toutes les adresses enregistrées, toutes les cartes, tous les prélèvements automatiques. J'ai changé les mots de passe. J'ai configuré des alertes. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas fulminé. J'ai juste souri. Ce sourire a dû la perturber plus que n'importe quelle confrontation, car ses yeux se sont légèrement plissés comme si elle sentait le changement d'air entre nous. Et puis il y a eu Gavin, ce gentil Gavin inutile, qui m'a dit un jour qu'il était entre deux passions quand je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas de travail. Il m'a envoyé un SMS ce jeudi-là pour me demander si je pouvais changer d'abonnement Netflix pour pouvoir regarder du 4K sur ses appareils. Je ne savais même pas qu'il y avait encore accès. J'ai changé le mot de passe sans répondre et j'ai banni tous les profils inconnus. Le lendemain, Tessa était irritable au petit déjeuner. Ma mère m'a dit que Netflix ne fonctionnait pas et que Gavin pensait que tu l'avais bloqué. Vraiment? Ai-je répondu innocemment. J'ai juste changé le mot de passe. C'est peut-être un bug. Elle m'a lancé un long regard scrutateur, mais n'a pas insisté. À présent, j'opérais en silence, un fantôme dans mon propre mariage. Je jouais le rôle quand il le fallait, dîner, conversation brève, gestes polis, mais intérieurement, j'avais commencé à construire une forteresse. Fini les confessions émotionnelles, fini les rêves dévoilés. Je gardais mes pensées pour moi, mes gestes subtils. J'ai commencé à suivre mes heures de travail, à surveiller où chaque dollar était dépensé. J'ai supprimé les abonnements inutiles, transféré nos services de streaming sur ma messagerie personnelle et ajusté mes paramètres fiscaux pour réduire les attentes de remboursement partagées. Ce qui m'a étonné plus que leur audace, c'est leur peu de souci de le cacher. Le père de Tessa a commencé à m'envoyer des articles. Pas n'importe lesquels, mais des tribunes sur le rôle des maris dans les familles modernes et sur la façon dont la constitution d'un patrimoine intergénérationnel commence par l'homme. Quelle idiotie! C'était le même homme qui n'avait pas eu d'emploi stable depuis que je l'avais rencontré, qui empruntait ma voiture pour des courses qui se soldaient toujours par des rappeurs de fast-food sur la banquette arrière et un réservoir à moitié vide. Il envoyait ses articles comme s'il transmettait des vérités bibliques, comme s'il était le patriarche et moi le mouton. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, Tessa, ce n'était même pas un événement majeur. Un soir, elle est entrée dans le salon alors que je terminais une présentation pour un client et m'a dit « Tu es vraiment distante ces derniers temps. Tu n'as pas l'esprit d'équipe. » L'esprit d'équipe. Elle l'a dit sans ironie. Comme si je ne portais pas cette équipe sur mes épaules depuis le premier jour. Comme si je n'avais pas payé les factures, payé son assurance, soutenu ses projets de carrière douteux et souri malgré les habitudes de sa famille. Je l'ai regardé, une vague indéchiffrable se nouant dans ma poitrine, et j'ai souri. Pas le genre de sourire qui rassure. Non, c'était un sourire chirurgical, net, contrôlé, le genre de sourire qu'on voit chez les joueurs de poker qui savent qu'ils sont sur le point de gagner une main qu'ils n'étaient pas censés recevoir. Ce sourire l'effrayait plus que tout ce que j'avais pu faire. Elle recula légèrement. « Quoi » demanda-t-elle. « Rien » répondis-je. « Juste fatigué. » Mais je n'étais pas fatigué. J'étais réveillé. Réveillé pour la première fois depuis des années. Réveillé au fait que ce mariage n'avait jamais vraiment été une question d'amour. Il avait été question de ce que je pouvais donner.
Et maintenant que ce don diminuait, sa chaleur l'était aussi. Je n'avais pas besoin de me battre pour confirmer ce que je savais déjà. J'avais besoin d'un plan, et j'en avais déjà un en marche. Les parasites souriaient, mais moi aussi. Seul le mien était un avertissement. Quand on planifie une évasion, on ne le crie pas. On ne claque pas les portes et on ne lance pas d'ultimatum. On bouge comme de la fumée, silencieuse, intentionnelle. C'est ce que je suis devenu dans les jours qui ont suivi. Silencieuse, calculatrice, invisible quand il le fallait. J'ai arrêté d'essayer de m'expliquer à ceux qui avaient déjà décidé que j'étais une ressource, pas une personne. Dès que j'ai compris que l'amour se mesurait en pourcentage de mon salaire, le mariage avait déjà changé. Ce n'était plus un foyer. C'était un coffre-fort, et j'étais le seul à en avoir la clé. Cette clé était sur le point de disparaître. La première chose que j'ai faite a été d'ouvrir un nouveau compte bancaire, séparé, sécurisé, dans une coopérative de crédit dont Tessa n'avait jamais entendu parler. Je suis entré dans l'agence pendant le déjeuner, je me suis assis avec une femme nommée de Ciré, qui ne m'a pas demandé pourquoi j'avais besoin de confidentialité, et m'a expliqué ma situation en termes cliniques et secs. Compte joint, actuellement compromis. Je lui ai dit, j'ai besoin de quelque chose de privé. Elle a hoché la tête avec une compréhension discrète, m'a remis les papiers, et en moins de 30 minutes, j'avais une nouvelle identité financière. La deuxième étape consistait à rediriger mon salaire. Je me suis connecté à mon portail professionnel et j'ai mis à jour le virement automatique. À partir de ce moment, mes revenus n'ont plus afflué sur le compte que Tessa consultait le dimanche en sirotant des chélates qu'elle n'avait pas payées. Le lendemain matin, elle n'a rien remarqué. Et c'était essentiel. Rester normal. Garder le rythme. Pas d'alarme, pas de soupçon. J'ai commencé à emballer, pas de valise, pas de carton, des petites choses, mon appareil photo, quelques photos encadrées de mes parents, le premier numéro dédicacé de Dune que mon grand-père m'avait offert à mes 16 ans. J'ai loué un petit garde-meuble à l'autre bout de la ville sous mon deuxième prénom, Élise. Tous les 2 ou 3 jours, j'allais à la salle de sport où je faisais une course et je sortais petit à petit de cet appartement, petit à petit. Elle ne l'a jamais remarqué. Ou peut-être l'a-t-elle fait et n'a-t-elle pas pris la peine de me le demander. Quoi qu'il en soit, j'étais reconnaissant. Puis est venu le grand ménage numérique. J'ai créé une nouvelle adresse email, changé les mots de passe de tout, stockage cloud, applications bancaires, réseaux sociaux, même mon compte de fidélité. Tout ce à quoi ils auraient pu avoir accès, je l'ai coupé. J'ai désactivé la géolocalisation partagée sur nos téléphones. J'ai supprimé les calendriers partagés. J'ai même acheté un téléphone prépayé et je l'ai rangé dans la boîte à gants de ma voiture, au cas où. Pendant que je m'adonnais à cette retraite silencieuse, j'ai contacté Tar, un camarade de fac devenu avocat spécialisé en droit des contrats. On ne s'était pas parlé depuis des mois, mais il a décroché comme un éclair. Jared ? Mince alors. Comment va la vie de couple ? Disons que j'ai développé un nouveau respect pour les contrats prénuptiaux, ai-je dit. Il a ri, puis s'est tendu que je lui expliquais la situation. Je n'ai pas dramatisé. Je n'en avais pas besoin. Les faits étaient déjà assez affreux. Elle demandait quoi, demanda-t-il, stupéfait. La moitié de mes revenus pour la famille. Comme si je payais une cotisation mensuelle à l'équipe Crosswell. Thé a sifflé. Et ta femme était au courant ? Elle a acquiescé comme si c'était un projet de groupe qu'on lui avait donné en cours. On s'est retrouvés pour prendre un café le lendemain et il m'a expliqué mes droits. Pas d'enfants, pas de propriété commune, pas d'entreprise partagée. Le bail était à mon nom seul. Tessa n'avait jamais voulu se joindre à la documentation, car cela signifiait qu'elle serait responsable des réparations et des avis de loyer. Ça a été mon coup de chance. Mais tu n'es pas coincé, m'a-t-il dit. Pas légalement, mais documente tout. Ne te laisse pas emporter par tes émotions. Construis une trace écrite. Si ça tourne mal, plus tes archives sont propres, plus il leur sera difficile de les déformer. J'ai hoché la tête. Je ne cherche pas la guerre. Il a haussé les épaules. C'est le problème avec les guerres. On ne choisit pas toujours d'y participer. Parfois, c'est juste ton tour. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt et je suis resté dans notre cuisine à siroter un café noir, les yeux rivés sur la fenêtre, tandis que Tessa consultait son téléphone derrière moi. Je n'étais plus en colère. J'étais engourdi.
Pas de ce genre d'engourdissement dangereux qui rend imprudent, mais de ce genre qui rend précis. « Ça va » a-t-elle demandé d'une voix neutre. « Oui » ai-je dit. « Je pensais juste au travail ?» Elle a recommencé à consulter les informations. Cet après-midi-là, j'ai appelé le bureau de location pour confirmer les conditions de résiliation anticipée. Il y aurait des frais, certes, mais c'était faisable. Plus important encore, j'ai appris que je pouvais changer les serrures sans autorisation puisque j'étais le seul titulaire du bail. C'était la 5e étape, la dernière. Mais je ne me précipitais pas. J'avais besoin d'une semaine de plus au calme, juste le temps de tout mettre en ordre. J'ai commencé à conserver les reçus, les emails, les SMS ou les commentaires de sa famille ou d'elle qui laissaient entendre une pression financière, un sentiment de droit ou de dépendance. Je les ai copiés dans un dossier sécurisé, étiqueté au cas où. Chaque fois que je traversais l'appartement, je le voyais non pas comme une maison, mais comme une scène, et je le quittais scène par scène. Le plus étrange, c'est que Tessa ne m'a jamais demandé comment j'allais. Pas vraiment. Elle ne remarquait pas la distance, ou si elle le faisait, elle pensait que je me remettrais sur pied, comme toujours. Mais pas cette fois. Cette fois, j'avançais à un rythme différent. Je dansais au son de ma propre sortie. J'ai repensé au vieux dicton, on ne quitte pas un mariage quand il se brise. On le quitte quand on a été brisé suffisamment de fois pour savoir qu'il ne changera pas. Et c'était bien ça. J'ai été brisé par petits coups polis. Et maintenant, c'en était fini. Pas de cris, pas de porte claquée, juste le silence. Stratégie de rétablissement. Elle le verrait bien assez tôt. Vendredi est arrivé comme une bouffée d'air bien méritée. Non pas parce que la semaine de travail était terminée, mais parce que c'était le jour où tout a changé pour moi. Bref, Tessa ne le savait pas encore, mais elle allait apprendre que même l'homme le plus patient a une ligne d'arrivée. Et j'avais franchi la mienne des semaines auparavant. Je ne l'avais simplement dit à personne. Ce matin-là, elle était tout sourire et pleine de questions superficielles, faisant tournoyer son latte au lait d'avoine hors de prix dans la tasse que j'avais payée, fredonnant une chanson dont elle ignorait les paroles. Nous avons à peine parlé. Elle se faisait faire les ongles avec sa mère cet après-midi-là, avec une carte qu'elle croyait encore efficace. Elle est partie vers midi, arborant cet air de droit qui l'avait envahi comme un parfum. Dès que la porte s'est refermée derrière elle, je me suis mis en mouvement, non pas par panique, mais avec précision. J'avais réservé le serrurier la veille. Mani, un type recommandé par Tariq. Pas de questions, que de discrétion. Il est arrivé à 13h pile. Camionnette discrète, outil silencieux, main rapide. En moins de 30 minutes, la serrure de la porte d'entrée, le pêne dormant et les portes coulissantes du balcon étaient changées. Il m'a tendu le nouveau jeu d'un hochement de tête, et je lui ai glissé de l'argent liquide, sans laisser de traces. Ce genre de choses arrive plus souvent qu'on ne le pense, a-t-il dit, sans amertume. Je n'ai pas répondu. J'ai juste tenu le laiton froid de mes nouvelles clés dans ma main et j'ai senti une sensation inattendue m'envahir la poitrine. Du soulagement. C'était comme si une soupape de sécurité s'était enfin libérée. L'appartement semblait différent, plus léger, comme s'il m'appartenait à nouveau. Debout au centre du salon, je contemplais tout. La bibliothèque que j'avais construite, la table à manger que j'avais remise à neuf, les reproductions d'art que j'avais encadrées avec soin. Il avait été envahi pendant si longtemps par le bruit, les demandes, les attentes, les mensonges déguisés en amour. Mais à cet instant, il n'était plus qu'à moi, mon espace, mon silence. Je rangeais non seulement pour passer le temps, mais aussi pour me réapproprier le territoire. J'ai défait le lit, lavé les draps, sorti la poubelle et emballé les quelques affaires de Tess qui restaient. Sa trousse de maquillage, quelques bibelots en faux cristal, une pile de journaux intimes qui ressemblaient davantage à des listes de choses qu'elle désirait dans la vie sans savoir comment les obtenir. J'ai laissé la boîte près de la porte. Une seule. Elle ne prenait pas beaucoup de place. Ça tombait, vraiment. J'ai attendu son retour. Il était environ 17h42 lorsque j'ai entendu le premier bruit à la porte. La clé a gratté, cliqueté inutilement contre la nouvelle serrure. Silence, puis de nouveau, clic, frémissement, cliquetis, une pause, puis des coups. Jared, appelait-elle à travers la porte, la voix déjà teintée de confusion. Mais qu'est-ce que c'est? Je l'ouvris lentement, calmement. Comme on ouvre une porte à quelqu'un qu'on s'apprête à virer. Elle recula,
sous le choc, en me voyant là. Ni paniqué, ni désolé, juste immobile. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, sa voix montant comme la vapeur qui s'échappe de l'eau bouillante. « Changer les serrures, dis-je simplement. »« Mais tu ne peux pas. »« Pourquoi ? » ?»« Tu es sérieuse. » Je m'écartai juste assez pour qu'elle voie la boîte près de la porte. « Tu as quitté l'appartement aujourd'hui. » Ça m'a donné la fenêtre dont j'avais besoin. J'ai récupéré cet endroit. Mon nom est sur le bail. Légalement, je suis dans mon droit. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Ses yeux me dévisagèrent comme si elle scrutait l'appartement à la recherche de renforts absents. « C'est aussi chez moi » rétorqua-t-elle sèchement. « Non » répondis-je. C'était quand on était une équipe, mais ce n'est plus un partenariat. C'est un abonnement, et j'ai annulé. Elle avait déjà son téléphone dans la main. J'appelle ma mère. J'ai souri. Vas-y et dis lui-même que j'ai dit qu'elle n'était plus la bienvenue ici. J'ai installé une caméra, la détection de mouvement, la reconnaissance faciale. Elle ne franchira pas le porche sans être signalée. Le visage de Tessa est devenu rose, puis rouge, puis pâle et crispé. Tu as perdu la tête. Non, ai-je dit. Je viens de me reprendre. Elle a essayé de me dépasser. J'ai bloqué l'entrée doucement mais fermement. Tu peux prendre tes affaires. Tout ce qui t'appartient est en consigne. Je te donnerai l'adresse. Tu peux planifier une collecte. Je serai présent. Pas de jeu. C'est de la maltraitance, a-t-elle sifflé. Non, ai-je répété, plus doucement maintenant. C'est une limite. Quelque chose que toi et ta famille ne semblaient jamais comprendre. Elle est restée là un moment de plus, les mains tremblantes autour de son téléphone. Attendant peut-être que je change d'avis. Peut-être qu'elle attendait que sa mère arrive et débarque avec cette énergie suffisante et toxique qu'elle maîtrisait. Mais cette fois, elle ne rencontrerait que de la résistance. Et effectivement, moins de 20 minutes plus tard, Myriam est arrivée. Je l'ai observée à travers le Judas, debout sur le paillasson comme si elle m'avait appelé. Elle a appuyé sur la sonnette avec l'insistance de quelqu'un qui n'imagine pas être désobéi. La sonnerie a résonné dans l'appartement et j'ai appuyé sur le bouton mural pour activer le micro de la caméra. « Jared » a-t-elle dit en grognant presque. « Je ne sais pas ce que tu fais, mais ça ne finira pas bien pour toi. » J'ai appuyé sur le micro. « Ce n'est pas une négociation, Myriam. C'est une porte dont tu n'as plus la clé. Tu vas le regretter » a-t-elle dit sèchement. « Je l'espère » ai-je répondu en souriant directement à l'objectif. Puis j'ai enregistré son visage dans le mode « ne pas répondre ». Le système la mettait en sourdine, l'ignorait, et m'envoyait même des alertes si elle traînait trop. Tessa se tenait à proximité, figée entre incrédulité et humiliation. « Je ne sais plus pour qui tu te prends maintenant » dit-elle. « Je suis quelqu'un qui a enfin arrêté de payer pour être méprisé. » Sur ce, j'ai fermé la porte. Pas de claquement, pas de cri, juste le léger clic du verrou qui s'enclenchait. Final, ferme, libre. De l'autre côté, je les imaginais, mère et fille, fixant la porte qui s'était ouverte avec un sourire narquois et qui se refermait maintenant avec détermination. Pour la première fois, je n'essayais pas de réparer les choses. Je n'essayais pas de comprendre. Je n'essayais pas de me prendre pour une adulte. J'en avais juste marre. Tout a commencé par un bug. Du moins, c'est ce que je pensais. Je me suis connecté à mon compte de pétard un mardi soir pour télécharger une copie de mon rapport de revenus pour la période des impôts. Cela aurait dû être une routine, une tâche de 5 minutes avant de me coucher. Mais quand j'ai ouvert les paramètres de virement automatique, quelque chose de nouveau est apparu dans le champ du numéro de routage. Une banque que je ne connaissais pas, un compte joint fermé depuis des mois, et le nom du compte, le mien sur papier. Bref, j'ai eu un pincement au cœur. Je n'avais pas touché à ce compte joint depuis que j'avais commencé à élaborer ma stratégie de sortie. Je l'avais personnellement fermé après avoir tout redirigé vers mon compte privé à la coopérative de crédit. Alors, pourquoi réapparaissait-il? J'ai vérifié les détails du virement. Ils avaient été mis à jour vendredi dernier. Le même jour, j'ai changé les serrures. J'ai serré les mâchoires. J'ai appelé les RH le lendemain matin. Calme mais direct. Lisa de la Paix a répondu. Sa voix était toujours aussi joyeuse. Dis donc Jared, quoi de neuf?
J'ai besoin de confirmation, ai-je dit d'un ton léger. Il y a eu une modification dans mes paramètres de virement automatique, mais je n'y suis pas parvenu. Tu vois qui a initié le changement? Sa voix a baissé. Professionnel maintenant. Laisse-moi vérifier le journal. Ok. Oui, nous avons reçu une demande de votre portail en ligne. Connecté vendredi à 14h14. Adresse IP signalée comme suspecte quelque part dans le Westchester. Ce n'était pas moi. J'étais resté chez moi tout l'après-midi à changer les serrures et à emballer les derniers objets encombrants de Tessa. Pouvez-vous annuler immédiatement? Ai-je demandé. Déjà fait. Nous avons signalé la fraude, au cas où. Avez-vous besoin de signaler une fraude? J'ai fixé le coin de mon bureau, la mâchoire serrée. Oui, je dois le faire. J'ai raccroché et je suis resté assis là un long moment, à regarder le curseur clignoter sur l'écran de mon ordinateur portable comme s'il me mettait au défi de terminer ma phrase. Fraude. Quelqu'un, Tessa, avait très probablement tenté de transférer mon salaire vers un compte auquel elle avait accès. Le même compte que nous avions tous les deux signé à la clôture, et elle n'avait même pas attendu une semaine entière. C'est ce qui m'a le plus frappé. Pas la trahison, pas le désespoir, mais la rapidité. Genre, elle ne supportait pas l'idée que je puisse respirer seul, ne serait-ce que quelques jours. J'ai signalé la fraude cet après-midi-là. Ce n'était pas dramatique, juste factuel, précis. Puis j'ai appelé tard. Cela dégénère, ai-je dit. Elle a essayé de relancer mon chèque de paie. Il a sifflé à travers le récepteur. Elle est désespérée ou stupide. Probablement les deux. Elle a utilisé notre ancien compte de jointure. Après l'avoir fermé, il a laissé échapper une longue inspiration. Vous savez ce que cela signifie, non? Fraude d'identité. Exactement. Vous êtes prêt à jouer l'offensive? Je me suis silencieux un instant, puis j'ai dit, ouais, je pense qu'il est temps. Le succès suivant est venu par courrier certifié 2 jours plus tard. Une lettre est arrivée, adressée à moi un script de fantaisie agressivement. L'adresse de retour a déclaré « Bureau juridique de Nathaniel Keane », qui ressemblait à un gars qui a géré les fermetures immobilières pour les couples à la retraite en Floride. Je l'ai ouvert avec une légère curiosité et j'ai scanné la lettre. Je ne suis même pas arrivé au 2e paragraphe avant de commencer à rire. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était insultant amateur. C'était une lettre de demande, prétendument d'un avocat, mais clairement écrite par quelqu'un qui avait une fois goglé des modèles juridiques et oublié de changer la police. La lettre m'a accusé d'abandonner les responsabilités financières familiales, de provoquer une détresse émotionnelle à mon conjoint et à sa dépendance, et à la retenue des actifs matrimoniaux. Le paragraphe de clôture m'a averti de réconcilier immédiatement ou de faire face aux conséquences juridiques en vertu de l'article 12. Il n'y avait pas de clause 12. Il n'y avait pas de cabinet d'avocat. En bas, au lieu d'un numéro de barre, il y avait une adresse Gmail. Une adresse Gmail. J'ai tenu le papier à la lumière, amusé. J'ai reconnu le style, le ton agressif passif, le vocabulaire étrangement grand. Ce n'était pas un avocat. C'était le cousin de Tess, Tyler, qui vendait autrefois des t-shirts éblouis de son coffre dans les festivals de musique et avait échoué 2 fois à une paire de cours juridiques. Je le savais parce qu'il a raconté l'histoire à Thanksgiving l'année dernière alors qu'il était élevé sur les champignons. J'ai envoyé la lettre à Tar. Il m'a rappelé 20 minutes plus tard, mi-rire. Bro, il siffla. Ils vont vous poursuivre pour ne pas être un Batmanion apparemment. Dois-je répondre à cela? S'il vous plaît, laissez-moi répondre. Je veux utiliser des mots comme une violation hilarante de la logique et de fausses affirmations. Fabriquées par un abandon du lycée. Vous pensez qu'il bluffe? Il se précipite. Il pensait que tu as grotté. Maintenant, il pêche avec une fausse papeterie et des polices audacieuses. J'ai regardé à nouveau la lettre, le ridicule de tout se tordre dans mon intestin. Je n'étais même plus en colère. Je viens de terminer. Fait d'être une cible. Fait d'être l'échafaudage financier soutenant une famille qui ne savait pas la première chose à propos du respect ou des limites. Cette nuit-là, j'ai reçu un texte de Tessa. Tessa, vous rendez cela plus difficile qu'il ne le faut. J'ai regardé l'écran un instant avant de répondre. Moi, tu as déjà fait ça. 1 minute s'est écoulée. Tessa, ma mère a dit que vous aviez déposé un rapport de fraude. Sérieusement? Moi?
Elle n'aurait pas dû toucher ma paix. C'est un crime, pas une conversation. Elle n'a pas répondu. Je me promenais dans l'appartement, mes pieds nus calmes contre le bois dur. Chaque ombre, chaque coin ressemblait plus à la mienne. Non pas parce que je l'avais réclamé dans une conquête rage à rage, mais parce que j'avais finalement cessé de demander la permission de garder ce que j'avais déjà construit. C'était ma maison, mon chèque de paix, mon nom, et j'avais fini de les laisser faire semblant le contraire. Je pensais en avoir vu le pire. La fausse lettre d'avocat, la fraude à la paix, le barrage non-stop de textes culpabilité de Tessa qui variait de « nous pouvons réparer ceci » à « vous regretterez de nous éloigner de nous ». Mais tout cela n'était que la surface. Le vrai coup de poing est venu quand j'ai reçu un appel d'un numéro que je n'ai pas reconnu. Monsieur Jared Ellis a demandé la voix. Officiel coupé. Oui. Qui appelle? C'est Gary de Rivercrest Property. Je suis sur le bail que vous avez co-signé pour Miriam Crosswell. Il suffit de confirmer que vous êtes toujours à bord pour la configuration autodebit avant de traiter le paiement. J'ai cligné des yeux. Le quoi? Le bail. Unité 2B, appartement de vue en cèdre. Myriam Quell a fourni votre nom et votre signature en tant que co-signature. Le premier débit est prévu pour vendredi. Mon cerveau s'est précipité pour les mots. Attendez, co-signatrice? Non, je n'ai jamais rien signé. Il s'arrêta. Elle a soumis les documents la semaine dernière. Tout avait l'air dans l'ordre. Envoyez-moi une copie, dis-je, ma voix comme du gravier. Maintenant, 1 heure plus tard, l'email a atterri dans ma boîte de réception. 6 juin était une demande de location, un contrat de location et une page avec ma signature en bas. Mon nom, mon écriture, mon accord présumé pour être financièrement responsable du nouvel appartement de Miriam Crosswell. Je ne l'ai jamais signé. J'ai étudié la signature. Il était étrangement similaire au mien, juste assez pour passer à première vue, mais les courbes étaient éteintes, l'angle légèrement faux, le J2 arrondi. J'avais travaillé dans des systèmes assez longtemps pour savoir comment la manipulation numérique pourrait brouiller les lignes et imiter l'authenticité. Ce n'était pas une mauvaise contrefaçon, mais c'était une contrefaçon. Mes oreilles ont sonné avec de la chaleur. Ma poitrine s'est resserrée. Ce n'était pas seulement le franchissement d'une ligne. Cela sautait par-dessus avec une torche à la main. J'ai transmis les documents à TAR immédiatement. Sa réponse a été une ligne. Nous ne jouons plus à la défense. Ce soir-là, nous avons déposé un rapport de police. Vol d'identité, fraude, contrefaçon. Je suis entré dans la gare avec un dossier de Manille plein de preuves. Courriels imprimés, fermeture de compte bancaire, SMS, le bail frauduleux, capture d'écran de ma signature légitime pour comparaison. Je n'étais pas dramatique. Je n'étais pas émotif. J'étais précis. L'officier a été affecté à mon cas, le détective Laramie, a examiné les documents avec une secousse lente de la tête. Les gens pensent que ce genre de choses n'est qu'un drame familial jusqu'à ce qu'il se traverse en territoire criminel, a-t-elle déclaré. Mais c'est un niveau fédéral stupide. Dois-je faire autre chose? J'ai demandé. Pour l'instant, nous ouvrirons l'enquête. Si nous avons besoin d'une déclaration de sa part, nous vous le ferons savoir. Mais cela pourrait prendre un tour très rapidement. Vous avez fait la bonne chose. Cela semblait surréaliste en sortant de cette station. Comme si j'avais traversé un miroir et émergé dans une version de ma vie où je n'étais pas seulement un mari navigant. J'ai été victime d'un crime. Une victime. C'est drôle comme je ne me suis jamais donné ce mot auparavant. Peut-être que parce que je pensais toujours que j'admettre que j'avais été utilisé me rendait faible. Mais maintenant debout à l'extérieur du bâtiment avec ma main tremblant légèrement, j'ai réalisé autre chose. Je n'étais pas faible. J'étais patient. Les hommes impatients font des ennemis dangereux lorsqu'ils cessent de se soucier d'être polis. La semaine suivante était silencieuse dans la façon dont une tempête retient son souffle avant de se casser. Pas d'appel, pas de SMS, pas de Tessa, pas de sa mère. Mais je savais qu'il savait. Et je savais qu'il se précipite. Ce n'est que jeudi après-midi que j'ai obtenu la prochaine vague de retombées. Cette fois sous la forme de 2 policiers debout dans mon couloir. Monsieur Ellis, le plus grand a demandé, « Oui, nous aimerions parler avec votre femme, Tessa Crosswell. » Est-elle ici? Non, dis-je. Elle ne vit plus ici. Ils ont hoché la tête,
ont expliqué qu'ils suivaient le rapport de contrefaçon et m'ont ensuite demandé si j'avais une objection pour partager des documents supplémentaires. J'ai remis le dossier que j'avais préparé à l'avance. Oui, je m'attendais à cela. Plus de messages de Myriam, un calendrier d'activités financières dans le bail d'origine avec ma signature réelle. Quand ils sont partis, je me suis assis au bord de mon lit et j'ai expiré lentement. Mon téléphone a bourdonné 20 minutes plus tard. C'était Tessa. Tessa, ils sont venus à mon travail. Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai pas répondu. Un autre message a suivi. Tessa, tu essaies de ruiner ma famille. Pourtant, je n'ai rien dit. Puis 10 minutes plus tard, le masque a glissé. Tessa, tu as dit que tu étais différent, que tu étais gentil. Vous êtes juste amer parce que vous ne pouviez pas gérer faire partie de quelque chose de plus grand que vous. J'ai regardé le message pendant longtemps, puis j'ai tapé « moi ». J'ai tout géré jusqu'à ce que vous essayiez de me voler. Elle n'a pas répondu après cela, mais le silence en dit long. Quelques jours plus tard, TAR m'a transmis un avis de justice. Myriam avait été condamnée à une amende. Le bail de forge a été officiellement annulé. Elle a essayé de faire valoir que c'était un malentendu et que Jared avait toujours accepté verbalement de soutenir son logement, mais le juge ne l'achetait pas. Lorsqu'il est confronté à la fausse signature et aux preuves de la manipulation de la paix, même le greffier avait l'air dégoûté. Elle a été condamnée à payer une restitution et à une amende pour fraude à l'identité. Tessa a été nommée dans le rapport de coercition. L'accusation n'avait pas poussé à des peines de prison, probablement parce que c'était sa mère qui a orchestré la majeure partie de la piste papier, mais son nom était maintenant lié en permanence à l'affaire. Sa réputation ternie. Son rôle dans le programme exposé. La meilleure partie, Gavin et Milo ont disparu, ont disparu dans les terres une fois que l'argent et les avantages se sont tarissés. Voilà pour l'unité familiale. Et pourtant, à travers tout cela, je n'ai pas célébré. Il n'y avait pas de feu d'artifice, pas de toast trempé de whisky, pas de musique triomphante gonflant en arrière-plan. Juste l'immobilité, juste la vérité. J'avais combattu pour récupérer quelque chose de bien plus précieux que l'argent ou les meubles ou les mots de passe numérique. Je détruis un mardi après-midi pluvieux alors que je passais en revue les mises à jour du code d'un développeur junior qui a insisté pour commenter toutes les autres lignes comme s'il écrivait un mémoire. Je l'ai presque sauté. Matériel de dossier indésirable, je pensais. Mais la ligne d'objet a attiré mon attention. Tu ne me connais pas, mais je les connais. Le nom de l'expéditeur était Marisol. Cela ne signifiait rien pour moi, mais j'ai cliqué curieux. À l'intérieur était un simple message. Salut Jared. Je sais ce qu'ils t'ont fait. Je suis sorti avec le cousin de Tessa, Tyler, et j'ai vu le plan. Vous devriez aussi. Des captures d'écran et des fichiers sont joints. Faites ce que vous voulez avec eux, mais vous méritez de savoir. Monsieur, j'ai regardé l'écran pendant un long moment. Non pas parce que je ne la croyais pas, mais parce qu'une partie sombre de moi l'a déjà fait. J'ai ouvert les pièces jointes une par une. Capture d'écran des chats de groupe, notes vocales, même un document Google. C'est à ce moment-là que cela a cessé de se sentir comme un mauvais mariage et a commencé à ressembler à du complot. Le titre de document m'a frappé dans la poitrine comme une brique enveloppée de trahison. Plan financier familial Jared Édition. Il s'agissait d'une ventilation, d'une réelle des colonnes de feuilles de calcul étiquetées sur les revenus actuels, de la croissance annuelle attendue, du potentiel de bonus, des contributions de roulement et du calendrier d'exécution de la liste de souhaits. Ils avaient tout suivi de mon titre d'emploi et projeté des promotions à des suppositions approximatives sur la quantité que je pouvais être poussé à couvrir si elles sont correctement motivées. Il y avait des commentaires à côté de chaque section écrits par différents contributeurs, Tessa, sa maman, même Tyler. Des phrases intitulées occasionnelles comme « Il couvrira le diatribe de Myriam dans le cadre de sa rétablissement médical ». Commencer la culpabilité d'être un vrai homme égal au déclencheur de meilleure conformité. Utiliser la distance émotionnelle s'il résiste. Comme un choix pour aider. Il le fera juste parce que c'est ce qu'il est. Mon estomac s'est tordu. Tout ce temps, je pensais que j'étais trop sensible. Que je n'avais peut-être pas réussi à soutenir ses rêves. Que j'étais peut-être trop concentré sur l'argent. Mais ce n'était pas une paranoïa. C'était une planification. Il m'avait coré construction. Revenez à vos esprits. Non, dis-je. Je suis venu pour le contraire. Je suis intervenu sans demander.
La maison sentait toujours la lavande et le droit. Le père de Tessa était assis dans le salon en faisant semblant de lire un livre tandis que Gavin jouait sans enthousiasme un jeu mobile sur le canapé. Milo n'était pas en vue, mais je pouvais entendre des pas à l'étage. Cela n'avait pas d'importance. J'ai laissé tomber la pile imprimée sur la table de la cuisine. Myriam cligna des yeux. « Qu'est-ce que c'est ? Votre plan ? » J'ai dit, « Le petit plan d'affaires de votre famille. Celui avec mon nom. Celui qui comprend mes projections salariales, mes déclencheurs, mon calendrier de conformité prévu. » Son visage s'épale. J'ai retourné la page supérieure. Section 3, paragraphe 4. Si la résistance persiste, menacez les contributions émotionnelles et les contributions de repositionnement comme test de loyauté. Ce semble familier ? Franck se leva. Tenez-vous maintenant. Ceci est hors contexte. Il n'y a pas de bon contexte pour le levier de la vulnérabilité pendant le stress de la carrière. Myriam a atteint les papiers avec une main tremblante. Je les ai retirés. Je vous ai apporté une copie, mais je garde l'original. La police l'a aussi. Le tribunal, mon avocat. Tous ceux qui ont besoin de savoir de quel type d'opération c'est. Tessa est entrée du porche arrière à ce moment-là, toujours en pantalon de yoga, tenant toujours une tasse de smoothie à moitié vide comme si rien ne s'était passé. « Jared ?» demanda-t-elle, surprise. Je me tournai lentement vers elle. « Salut, ma chérie. Vous voulez expliquer à votre maman comment la petite amie de votre cousin a décidé de transformer le dénonciateur ?» Son sourire a échoué. « De quoi parlez-vous, Marisol ?» Elle m'a envoyé les fichiers, les notes vocales, les feuilles de calcul. Vous vous souvenez de Google Doc, n'est-ce pas? Je croyais en toi, dis-je plus silencieux maintenant. Je pensais que nous étions une équipe. Mais il s'avère que je finissais juste de financer une performance. Tessa s'avança, sa voix tremblait maintenant. Nous essayons juste de sécuriser un avenir. Pour vous, je vous vois, tous, pour exactement ce que vous êtes. Vous n'aurez pas besoin de le payer. Le bail est vide. Ses yeux s'écarquillèrent. Vous l'avez fait annuler. Non, dis-je. Le tribunal l'a fait. Les signatures de forge ne tiennent pas bien dans les salles d'audience. Et avec cela, je suis sorti sous la pluie, la porte de la porte derrière moi comme la note finale d'une chanson que je ne voulais plus entendre. Ils disent qu'une maison construite sur du sable finit par s'effondrer. Mais personne ne raconte jamais à quel point l'effondrement peut être fort. À quel point le bruit des éclats de linge est vif lorsque la structure a été construite avec votre temps, votre argent et votre confiance. Les Croswell avaient passé des années à se faire passer pour une famille, une unité soudée, une collective raffinée, quoique originale. Mais maintenant ils ont été exposés. Et quand les lumières se sont allumées, personne n'a pu trouver un coin pour se cacher. Les retombées sont venues rapidement une fois que les documents ont frappé le terrain. Myriam a été accusée de fraude à l'identité. Elle a essayé de parler de son chemin, a affirmé que la signature était un malentendu, a insisté sur le fait qu'elle avait mon consentement verbal, mais le juge ne l'avait pas. Trop d'incohérence, trop d'arrogance. Elle avait surjoué sa main et l'avait fait à l'encre. La cour a statué contre elle. Elle a été condamnée à une amende, réprimandée publiquement et condamnée à payer une restitution au propriétaire. Et pour moi, ce n'était pas seulement une perte juridique. C'était un effondrement de réputation. Pour quelqu'un comme Myriam, l'image était tout. Elle entrait dans des pièces comme elle devait des applaudissements. Elle s'est transportée avec la grâce délirante de quelqu'un qui pensait que le fait d'être craint était la même chose que d'être respecté. Après l'audience, je l'ai regardée quitter le palais de justice avec ses lunettes de soleil surdimensionnées couvrant la moitié de son visage. Pas à cause du soleil, mais à cause de la honte. Et encore, elle ne m'a pas parlé. Pas une fois, pas un mot, juste une mâchoire serrée en silence. Je suppose que la dignité meurt lentement. Tessa ne s'est pas échappée et n'a pas craqué. Alors qu'elle évitait la prison, elle a été nommée dans le rapport officiel de coercition. Le tribunal s'est arrêté en moins d'accusations officielles, citant le manque d'action directe, mais son implication a été rendue publique. Ses empreintes digitales numériques étaient sur trop de parties du programme. Sa voix était dans les enregistrements. Son nom était dans les journaux de discussion. Elle était dans la salle lorsque le plan a été élaboré, et maintenant elle était dans les dossiers de la cour qui archivaient sa destruction. Son travail l'a découvert.
Elle a travaillé à temps partiel dans une marque boutique wellness qui se targuait de la vie éthique. Le représentant des RH m'a appelé pour la vérification, un moment étrange et surréaliste où j'ai réalisé jusqu'où le web s'est étendu. Je n'ai pas menti. J'ai simplement transmis les documents judiciaires et les ai laissés lire par eux-mêmes. Une semaine plus tard, Tessa a été lâchée conformément aux violations du code de conduite interne. Ses frères sont partis. Milo, celui qui avait toujours un projet qu'il ne pouvait pas définir, a disparu des médias sociaux. Gavin, qui m'a fièrement dit qu'il était trop intelligent pour travailler au détail, ne pouvait même pas se permettre son abonnement au gymnase. Quand j'avais payé sans le savoir pendant plus d'1 an, lorsque le compte familial s'est sec, leur fidélité a fait de même. Les mêmes frères qui ont applaudi lorsque j'ai apporté des enjeux à des barbecues familiaux qui ont maintenant fantomatique leur propre sœur lorsque son nom est devenu radioactif. Franck, le calme, a essayé de minimiser son implication. A affirmé qu'il n'avait jamais vraiment compris ce que faisaient les autres, mais son numéro de téléphone était partout dans la chronologie, sa voix dans quelques enregistrements, sa signature sur l'une des feuilles de calcul prévues. Il n'est pas descendu légalement, mais la cour d'opinion publique a détruit le peu de crédibilité qu'il avait. Même son vieil groupe d'amis, principalement des ingénieurs à la retraite, a coupé des liens. L'un d'eux m'a envoyé une carte de remerciement anonyme qui lisait simplement « Certains hommes sauvent leur propre vie tranquillement. Vous l'avez fait fort. Chir. » Tessa m'a dit une fois de plus. Une seule fois. C'était un long message. Ne pas mendiant, ne s'excusant pas non plus, juste une sorte de tristesse de nostalgie déguisée en honnête. Nous ne savons peut-être pas clarté mentale. Adrénaline de vivre enfin pour moi. J'avais consacré tellement de temps et d'énergie dans les rêves de tout le monde que lorsque je l'ai finalement redirigé vers l'intérieur, les choses ont explosé de la meilleure façon possible. Un projet parallèle que je développais, un guide numérique sur la sécurité financière dans les partenariats nationaux est devenu viral. Je l'ai appelé Quand il vous épouse pour le chèque de paie. Il était brut, détaillé et empêché de tout ce que j'avais appris à la dure. Je n'ai pas nommé nom, mais les gens qui avaient besoin de se voir dedans. La réponse était écrasante. Les messages des hommes, des femmes, des partenaires qui avaient été utilisés, drainés, manipulés. Les gens qui avaient été informés, c'est exactement ce à quoi ressemble l'amour tout en étant sèche. J'ai été invité à parler lors d'une conférence FinTech, à des offres de conseils à débarquement, même j'ai été interviewé sur un podcast. Je n'étais plus seulement un analyste de système. J'ai été une histoire d'avertissement avec les recettes, et qui m'a fait de petites manières. Je passerais devant une bougie parfumée à la lavande dans un magasin et je sentirais que ma poitrine se resserrait, entendais un certain rire et je pense au dîner du dimanche où j'étais celui qui lavait la vaisselle pendant qu'il buvait du vin et parlait de la chance de Tessa pour avoir atterri un bon. Mais au fil du temps, ces échos sont devenus plus doux, moins chargés, plus distants. Et puis un jour, ils étaient partis. Je n'avais pas besoin de fermeture. Je ne voulais pas me venger. Je voulais juste la paix. Et je l'ai finalement eue. La maison de Quell s'était effondrée. Non pas parce que je l'ai déchiré, mais parce qu'il était creux dès le début. Tout ce que j'ai fait, c'est arrêter de le soutenir. Et quand je suis parti, il s'est effondré sous sa propre cupidité. Ce n'était pas une destruction. C'était la liberté. C'était un jeudi après-midi au début du printemps quand je l'ai revu. Tessa, je ne l'avais pas prévu. N'avais même pas pensé à elle depuis des semaines. J'étais au centre commercial de tous les endroits, quelque chose que j'évitais habituellement, mais j'avais besoin d'une nouvelle paire de chaussures habillées. Et un co-ouvrier avait insisté sur le fait que ce grand magasin portait la paire la plus confortable qu'il ait jamais portée. J'étais à mi-chemin entre l'escalator et la section masculine lorsque j'ai aperçu. Elle se tenait derrière un comptoir le nom du magasin uniforme de vente au détail sur ses articles à balayage de poitrine pour un client avec le rythme mécanique de quelqu'un qui essaie de survivre au quart de travail, pas de le vivre. Ses cheveux ont été retirés dans une queue de cheval serrée, soignés mais pas coiffés. Sa posture, une fois sans effort et posée, maintenant légèrement courbée. J'ai ralenti sans signification, gelé un instant, non pas par la vue d'elle, mais par le calme surréaliste qui s'est installé sur mes pensées. Elle ne m'a pas vu. Ou peut-être qu'elle l'a fait et a fait semblant de ne pas le faire. Ses yeux ne se sont jamais levés. Pas une fois. Elle a remis au client un sac avec un sourire d'entraînement, qui n'a jamais atteint ses joues, et s'est tournée pour scanner l'élément suivant. Et puis j'ai vu sa mère. Myriam attendait dans la voiture à l'extérieur dans la voie de ramassage,
tout comme un parent attendant un adolescent après un quart de travail. Elle était dans le siège passager d'une berline fanée. Pas la Lexus avec laquelle elle a une fois légèrement marqué sur chaque brunch familial. Je l'ai reconnue même par la fenêtre. Les mêmes lunettes de soleil, les mêmes cheveux raides, mais le bord avait disparu. Quelle que soit la fausse autorité avec laquelle elle se promenait avait évaporé. Elle n'était plus la reine des abeilles. Juste une femme qui a tout joué sur la cupidité et perdu. Je n'ai pas approché le verre, je n'ai pas tapé, je n'ai pas agi. Je suis juste passé devant la vitrine comme si j'étais tout autre client. Et pour la première fois en 3 ans, je ne ressentais pas de colère, de confusion ou de chagrin. Je me sentais libre. Ce n'était pas une sorte de liberté cinématographique. Aucun orchestre ne se lève derrière moi. Aucun montage de victoire ne jouant dans mon esprit. C'était plus calme, plus profond. Le genre de paix qui vient lorsque votre nom ne vit plus sur la facture de quelqu'un d'autre. Lorsque votre chèque de paix ne vient pas avec des cordes, lorsque votre amour n'est plus de monnaie pour la manipulation. Mon nom est Jared. Pas une ressource. Pas un plan de repli. Pas un fonds familial. Je les ai tous laissés avec les chaussures. Cuir italien, brun foncé, sur les coutures réelles. Ils n'étaient pas en vente, mais je n'ai pas hésité. Je n'ai pas eu à exécuter des chiffres dans ma tête sur la façon dont cela pourrait affecter la facture de lumière en retard de quelqu'un d'autre, ou si le dernier projet passionné de Tessa aurait besoin d'une autre injection de mon argent durement gagné. Je viens de payer et de sortir, propre. À l'extérieur, le monde était honnête. Colon Air, le bourdonnement des voitures qui passaient, des étrangers se déplaçant avec leurs propres charges que je n'avais pas apportées. Je suis monté dans ma voiture, ma nouvelle voiture, un coupé noir mat avec des sièges qui m'ont serré comme je les avais gagnés et que je suis rentré chez moi. Bria attendait là-bas. Je l'ai rencontrée 6 mois après que la poussière s'est installée lors d'un sommet sur la confidentialité des données où j'ai été invité à parler. Elle présentait également un ingénieur qui a construit des outils de chiffrement pour les dénonciateurs et les journalistes. Elle portait des lunettes, portait toujours une banque d'électricité de secours et a posé des questions qui faisaient une pause des gens avant de répondre. La première fois que nous avons parlé, nous n'avons pas flirté. Nous avons débattu de l'éthique, des vulnérabilités logicielles, des risques émergents et du stockage cloud. C'était comme respirer de l'air propre après une vie de smog. La première fois que j'ai proposé de payer pour le dîner, a-t-elle dit, seulement si je peux payer la prochaine fois. Et elle le pensait. Pas d'hésitation, pas de portée performative pour le chèque. Bria n'avait pas besoin de se sauver. Elle n'a jamais demandé un sou, n'a jamais laissé entendre que mon succès devrait être le sien. Jamais supposé que le fait d'être avec moi signifiait fusionner des comptes bancaires ou des codes de crédit ou des responsabilités à vie pour laquelle je ne me suis jamais inscrit. Elle a payé son propre Uber, a réservé ses propres voyages, m'a envoyé des articles à 2 heures du matin parce qu'elle pensait apprécier la perspicacité. Et quand elle a dit « je te respecte », je l'ai cru parce qu'elle n'avait pas besoin de moi. Elle m'a choisi. La différence était tout. Nous ne nous précipitions pas vers le mariage ou ne parlons pas d'hypothèque partagée. Nous étions justes. Authentiques, indépendants, présents, et c'était suffisant. C'était plus que suffisant. Certaines nuits, elle cuisinait pendant que je travaillais au comptoir de la cuisine, nous deux dans nos zones. D'autres soirs, nous commandions de la nourriture thaïlandaise et jouons à des jeux de société indépendants qu'elle a trouvés en ligne. C'était le genre de calme dont je ne savais pas que j'avais besoin. Pas flashy, pas performatif, juste honnête. Ce soir-là, je lui ai parlé de rencontrer Tessa. Elle s'arrêta, posant sa fourchette. Comment ça s'est senti? Calme, dis-je. Comme regarder un écho. Bria sourit doucement, pas indiscret, ne poussant pas, juste là. Plus tard dans la soirée, alors que nous nous allions au lit, elle m'a demandé si jamais j'avais manqué la vie que j'avais auparavant. J'ai pensé à cela, à propos de l'appartement que j'appelais chez moi, des nuits que j'ai passées à calculer les factures que je ne pouvais pas me permettre de diviser, les faux sourires à travers les tables de dîner, les conversations cultivées sur la fidélité de la famille, les messages qui ont toujours commencé avec « Vous tirez sur vous ».